Localité marécageuse, la commune de Dabou n'échappe pas aux inondations pendant les saisons pluvieuses. À preuve, pendant les pluies diluviennes de l'année dernière, la voie principale Abidjan-Dabou était totalement inondée et les voies d'accès aux différents quartiers de la commune ont connu aussi le même sort. En plus, certaines habitations dans cette cité sont à risque. Le site même, de manière générale, de Dabou, il y a beaucoup de dénivellation, ce qui fait que lorsqu'il pleut, on se retrouve dans des anciens quartiers, même les nouveaux quartiers aussi, dans des zones qui sont à risque. Il faut donc prendre des mesures pour éviter d'éventuels drames pendant cette saison des pluies. C'est dans ce cadre que cette délégation de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, conduite par son directeur général, s'est entretenue avec la population de cette cité. La ville a entouré beaucoup de bas-fonds. Malheureusement, on constate que dans les zones à risque, dans les bas-fonds, il y a des habitations. Donc nous sommes venus interpeller la population de Dabou avec l'appui du préfet, des élus, pour dire à cette population éviter d'habiter dans les zones à risque. Dabou est la première étape d'une série de villes que nous allons visiter. Le directeur général de l'ONPC a présenté à cette occasion à la population l'équipe de sapeurs-pompiers civils affectés à Dabou. Au nombre de 45 personnes, ces sapeurs-pompiers civils ont pour mission d'apporter les premiers secours aux populations en cas de sinistre. Selon le général Fiak Kili, ce sont 30 casernes de sapeurs-pompiers civils qui seront installées dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. Le couvert forestier ivoirien est en forte dégradation. De plus de 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1960, le pays compte aujourd'hui à peine 2 millions d'hectares. Face à la situation, plusieurs actions sont menées pour la reconstitution de la forêt ivoirienne. Pour booster ces initiatives, l'État ivoirien engage l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». L'objectif visé, c'est effectivement essayer de contrecarrer cette disparition progressive qui paraît inexorable de notre forêt. Donc c'est de reverdir la Côte d'Ivoire. Si chacun plante, nous comptons avoir près de 110 000 hectares de forêt chaque année, c'est-à-dire environ 22 millions d'arbres. Planter un arbre devient désormais une activité d'intérêt public, un acte citoyen. Toutes les couches de la population sont invitées à adhérer à l'action. Il faut que les préfets prennent le relais, que les préfets organisent des plantings d'arbres, tant à des endroits bien précis que autour des artères de leurs villes et communes. Tout ce qui est population ivoirienne, chefferie, que chacun plante, c'est à ce prix-là seulement que nous allons arriver à notre objectif de 22 millions d'arbres. Chaque habitant de la Côte d'Ivoire est donc appelé à planter un arbre. Le temps est donné au plus haut sommet de l'État par le président de la République Alassane Ouattara au jardin botanique de Bingerville en juin dernier. Geste suivi par le premier ministre Daniel Kablan-Dinkan pour le projet de plantation d'arbres d'alignement le long des artères dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Ce livre n'est pas une simple analyse du journalisme et de ses faiblesses en Côte d'Ivoire, il va bien au-delà. Il interroge le rôle des journalistes dans la mise en place d'un vivre ensemble. Extrait de la préface de Journalisme en Côte d'Ivoire, une œuvre écrite par Zio Moussa et Père Francis Barbé, deux noms bien connus dans le milieu de la communication en Côte d'Ivoire. Quelquefois on les admire, plus d'une fois on les a critiqués et il me semble que à un moment donné il faut se poser des vraies questions, essayer de savoir ce que le journaliste peut apporter à notre société, ce qu'il est en réalité et quelles sont les difficultés auxquelles il peut être confronté. Du journalisme en Côte d'Ivoire traite également de l'épineuse question de la formation du journaliste ivoirien. Dans cet ouvrage, des propositions sont faites pour accompagner le journaliste dans la façon d'assumer au mieux son choix de vie, son orientation sociale et politique. Les deux auteurs ouvrent des pistes pour aider les professionnels des médias à se défaire de toute tentative de manipulation. Au moment où nous allons vers les élections, un tel livre vient justement pour inviter les journalistes à faire plus attention dans leurs écrits, parce que quand on lit la presse en Côte d'Ivoire, on est souvent
ahuri de voir des titres qui font peur. Zio Moussa est le président de l'OLPED, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Il est journaliste professionnel. Père Francis Barvé est enseignant, universitaire et chercheur en sciences de l'information et de la communication. Il est auteur de plusieurs œuvres. Le pagne baoulé demeure aujourd'hui l'un des pagnes traditionnels le plus prisé en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes. Je l'aime parce que ça fait habiller la femme africaine. Quand nous portons ces pagnes, ça reflète la région, le vœu baoulé. L'origine du tissage remonte depuis le royaume Ashanti au Ghana. Cette tradition, vieille de plus de 6 siècles, est conservée par le peuple baoulé au centre du pays après son arrivée en terres ivoiriennes. En venant du Ghana, nos mamans sont venues avec les grains de coton. Et arrivées ici, elles ont semé ces grains-là. Et à partir de ce coton qu'elles filaient. Le département de Tiébissou reste la grande zone de production du pagne. Plus de 5000 pagnes traditionnelles sortent de ces fabriques artisanales. Sakiaré, Bomizambo et Touzébo, sur l'axe Tiébissou-Yamoussoukro, sont des villages où le tissage du pagne est la première source de revenus. À Sakiaré, le village est à 95% tisserand. Ce métier se transmet de père en fils depuis des générations. En tout cas, c'est un bon travail, on ne peut pas laisser ça. C'est mon vieux, voilà, celui qui m'a pris, voilà, qui est en train de tisser là-bas. Puis à l'âge de CE2, bon, c'est l'année 98. J'ai commencé à apprendre ce métier. Du dévidage des rouleaux jusqu'à la vente, en passant par la teinture, la confection de design et de tissage, tout se fait à la main. Ici, tout le monde est impliqué. De la fabrication du matériel de travail à la vente du pagne tissé. Cependant, de nombreuses difficultés minent ce secteur pourvoyeur d'emploi. Notamment le manque d'abris pour les tisserands et de salles d'exposition. Les tisserands déplorent aussi l'absence du pagne baoulé aux foires nationales et internationales. L'acquisition du fil pose problème. Le coût du fil aujourd'hui il pose problème. Nous attendons aussi de l'État la possibilité de pouvoir exporter aussi facilement nos produits pour que le pagne soit véritablement connu. Contrairement aux acteurs de certains corps de métier, les tisserands ne chôment pas. Leurs productions sont écoulées comme de petits pains. La reprise de certaines industries textiles souhaitées pourrait contribuer à l'amélioration de leur production et chiffre d'affaires. Des échoppes en bois remplies de fruits et légumes, le bétail qui déambule dans les allées étroites, c'est l'affluence sur le marché de Mekele dans la province du Tigré au nord de l'Éthiopie. Tekiagos est vendeur de céréales, aujourd'hui ses affaires sont prospères. Mais il se souvient de ces mêmes allées durant la famine de 1984-85 qui a fait selon les bilans entre 400 000 et 1 million de morts. À cette époque, la situation était vraiment dramatique. Les personnes mouraient dans la rue sans que l'on comprenne pourquoi. La municipalité ramassait les corps et les emmenait en voiture pour les enterrer. Au début des années 80, alors que l'Éthiopie est victime d'une sévère sécheresse, la dictature marxiste de Mengistu Haïl Mariam tente d'affaiblir les rebelles du Nord et entraîne le pays dans une famine sans précédent. Mais 30 ans plus tard, les images d'enfants affamés qui avaient choqué et ému le monde entier sont bien loin. L'Éthiopie a développé un système d'alerte, il repère les zones où une situation d'insécurité alimentaire peut surgir. Les autorités veillent également à conserver d'importantes réserves de grains, environ 400 000 tonnes à ce jour. L'autosuffisance signifie que nous devons utiliser au mieux les ressources dont nous disposons afin de ne dépendre de personne. Nous avons des terres et une main-d'œuvre qui ne demandent qu'à travailler. D'ambitieux projets d'irrigation dans des villages tels que Abra, Tzbéa permettent à ces sols arides de devenir de précieuses terres arables. Une cinquantaine de réservoirs retiennent les eaux de la saison des pluies. Et les résultats sont impressionnants. Ce système a permis à la production agricole du village d'être multipliée par 4.
Grâce à ce projet, nous assurons notre sécurité alimentaire. Ces gens qui ne mangeaient qu'une fois par jour ont désormais 3 repas par jour. Le réservoir va se remplir et verdir les environs, ce qui permettra aux champs du village d'avoir suffisamment d'eau pour être cultivés. Le gouvernement éthiopien espère sortir de la pauvreté et rejoindre les pays à revenus intermédiaires d'ici 2025, un objectif ambitieux. Mais ici, dans la province du Tigré, la végétation a déjà repris ses droits sur le paysage de sable et de pierre.